5000 casques, 10 000 équipements, 700 machines en stock livrables immédiatement. Motokaiser.com. Salut, c'est Jean-Yves ici. Retrouvez-nous sur notre site monassurancemoto.be, le site spécialisé en conseils au niveau de vos assurances moto. Sur notre chaîne YouTube, plus classiquement, vous pouvez nous transmettre un message mail, comme d'habitude. Et en attendant, gaffe sur la route. Ça, j'adore. Réinterprétation d'une vieille husky avec une mécanique et un cadre et tous les accessoires qui vont bien, c'est-à-dire tout ce qui est moderne, top. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 60 de Carter et Piston. Je suis à Berlin et je suis à Berlin pourquoi? Pour le 100e anniversaire de BMW Motorrad. Le hall des expositions est ici derrière. Il va y avoir des activités pendant toute la journée. Vous venez de voir quelques images en fait du lancement du scooter CE02 avec l'ambiance qui y régnait. Mais ça c'était hier. Avant d'aller plus loin, voici le sommaire de l'émission. Nous parlerons évidemment de BMW pendant cette émission et avant l'arrivée de la tant attendue GS 1300, nous referons un tour de la GS 1250. Un 100e anniversaire, c'est bien entendu aussi des séries spéciales comme cette R90 100e anniversaire. Chez Harley-Davidson, on va continuer à fêter le 120e anniversaire au guidon d'une nouvelle venue, d'une rentrée dans la gamme en 2023 avec la Breakout. On continue les matchs dans les marques. Après Triumph, après KTM, voici Yamaha. Je veux une Yamaha GT, oui mais laquelle? Un choix difficile entre la 9 GT+, ou la Nikon GT. Nous ferons bien sûr un tour de l'actu. Alex est parti vivre un week-end passion lors des Chimay classiques. Voici son week-end pour vous. Évidemment, Arnaud, alias le Dr Grimm, nous parlera de ses bruits de paddock. Venez découvrir notre vaste showroom et nos nombreux véhicules de stock. Motostore, c'est une concession à l'esprit familial avec des passionnés à votre service. Motostore, c'est votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Vespa et Benelli en province de Liège. C'est l'été, il y a encore du choix dans toutes les cylindrées. Passez nous voir. À l'Universel. L'Universel, c'est un large choix de scooters, motos, toutes cylindrées et d'accessoires dans la région liégeoise. L'Universel vous accueille dans ses 5 concessions à l'esprit familial et professionnel à Aouan, Chênay, Herstal, Serein et Verviers. Je suis donc à Berlin pour cette grande fête que BMW Motorrad organise pour ses 100 ans. On va découvrir ça ensemble. Vous venez avec moi ? Nouvelle génération de BMW. Ici, ça se cultive dès le plus jeune âge. On vient en famille, on vient s'asseoir sur les motos et prendre goût à ce que sera plus tard les motards qui arpenteront nos routes. Bravo mon gars. Jeroen, bonjour. Bonjour Thierry. Merci de nous permettre de vivre cet événement. Comme tu le sais, l'équipe Carter et Piston est toujours la bienvenue chez BMW. Merci beaucoup.
100 ans, BMW Motorrad, c'est un sacré anniversaire. Il a dû s'en passer des choses monumentales pendant toute cette période, des dates clés. En effet, Thierry. Donc, l'une des dates clés est sans doute l'année 69, D'accord. l'année dans laquelle l'usine à Berlin a été ouverte. D'accord. Et cette usine, voilà la raison pour laquelle on se trouve ici à Berlin. Oui. Cette usine est et reste toujours l'usine la plus importante dans laquelle la grande majorité des motos BMW sont donc produites. D'accord, d'accord. Oui. Dans l'imaginaire des gens, beaucoup croient qu'elles ne sont pas produites ici, pas à Berlin, mais plutôt à Munich. À Munich, où Mais, se trouve le oui. siège principal du D'accord. groupe BMW, mais Munich est la base de production pour les voitures. D'accord. La série 3, par exemple, est produite à Munich. Mais Berlin, c'est vraiment notre home base pour les motos. D'accord. Et presque pour toutes les motos. Ok. On aura peut-être l'occasion dans les semaines qui suivent ou très bientôt d'aller visiter l'usine et de peut-être voir naître une BMW. Et ça intéressera probablement nos lecteurs. Je sais que tu essayes de travailler pour que nous puissions le faire. On ira probablement très bientôt le faire. 100 ans, c'est vraiment une date clé parce que c'est extraordinaire d'avoir déjà une telle longévité. Mais BMW pense au futur et les 100 prochaines années sont déjà dans le pipe, comme on dit. Elles seront probablement aussi sur le web et dans la technologie. On l'a vu hier dans la présentation des lunettes connectées, un produit qui arrivera sur le marché très vite, mais aussi avec la présentation aujourd'hui du MetaRide. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En effet, donc on pense également aux futures générations de clients, aux jeunes générations qui sont déjà sur le Metaverse. Et pour ce groupe cible, on a créé toute une expérience virtuelle. D'accord. Et toute cette expérience est liée à l'introduction de notre nouveau petit scooter électrique, la CE02. D'accord. Qui mise vraiment un public plus jeune, un public urbain, en effet. Oui, oui. Mais bon, soyons clairs, c'est une politique commerciale qui est assez transparente puisque la clientèle actuelle est une clientèle qui vieillit et il faut fidéliser des nouveaux clients et je crois que c'est par les nouvelles technologies que vous arriverez à le faire. Absolument, il faut non seulement s'adapter aux nouvelles générations, mais aussi créer des produits pour le futur qui seront toujours aussi attrayantes que notre gamme d'aujourd'hui. D'accord. Et dans ce cadre-là, tu as sans doute entendu parler de notre CEO, M. Schramm, hier, qui a annoncé en première mondiale, je peux dire que début 2026, il y aura une moto, mais une vraie grande moto 100% électrique Oui. de notre marque. Il y a déjà pas mal de projets qui sont visibles depuis quelques années avec de très belles idées et j'imagine qu'on va voir ça très bientôt. 100 Tu as ans. vu qu'on est déjà Oui. très présent sur le marché des scooters électriques Bien sûr. avec la CE04 et bien la sûr. CE02. Oui, oui. C'est le 04 qu'on a essayé, est très très bonne moto. Voilà, Ouais. et toute la CE02 est la toute première BMW qui est disponible pour les jeunes à partir de 16 ans. Ouais, ça c'est quand même vachement important parce que c'est un marché qui a tendance un petit peu à diminuer sur l'ensemble des marques et c'est intéressant de pouvoir revenir avec de la mobilité douce. C'est une bonne idée. 100 ans, ça a permis de réaliser des choses incroyables, comme par exemple au mois de juin dernier, on a sorti de l'usine la 10000e GS. En effet, Thierry. Donc la millionième fou. GS à moteur boxer Ouais. ici. Oui. Ouais, ça c'est quand même complètement dingue. Alors on peut le dire maintenant, c'est plus vraiment un secret. Le 28 septembre, on va dévoiler la nouvelle GS dont tout le monde parle, que tout le monde attend, la GS 1300. Oui, en effet, donc tout le monde l'attend et aussi pas mal de Belges, pas mal de clients belges, Ouais. parce que je peux te dire, aussi chez nous en Belgique, la GS, c'est la moto BMW la plus vendue dans C'est le marché. la moto la plus vendue. C'est la moto la plus vendue, non seulement dans cette classe, mais la moto vraiment la plus vendue. Et il y a un spécialiste qui me l'a dit, et j'aime toujours répéter cette comparaison, c'est le couteau suisse de notre gamme, Ouais, c'est et ça. ça restera Ouais. le couteau suisse. C'est une moto d'une polyvalence incroyable. D'ailleurs, dans le score des motos les plus vendues en Belgique, 1, Oui. on a la GS, 2, on a la GS Adventure, En effet. 3, il y a un scooter, 4, c'est la RT, et 5, c'est un scooter. Sur les 5 motos les plus vendues, BMW en a ligne 3, et 3 motos de plus de 1000 cm3. En Donc effet. c'est un score assez exceptionnel. En effet.
Mais la 1250 existe toujours, la 1250 Adventure va encore rester un peu au catalogue, et moi je vous propose d'aller refaire un tour sur la 1250, qui reste une moto extrêmement aboutie, avec un plaisir de conduire inouï. La légende continue. Un million, rassurez-vous, ce n'est pas le prix, c'est le nombre d'exemplaires que BMW a construit de cette fameuse GS depuis sa sortie en 1980. Ce chiffre du million a été atteint en juin 2023 de cette année donc, et on arrive évidemment ici sur l'essai de la 1250, tout en sachant très bien que dans les quelques jours qui suivent cet essai, la nouvelle version, la 1300 GS, sera enfin dévoilée après des mois de secret et des mois d'attente. Alors en fait cette 1250 GS, pourquoi est-ce qu'on l'essaye maintenant? Je ne dis pas que c'est un baroud d'honneur, mais il est temps de peut-être saluer une des meilleures GS qui ait jamais été fabriquée. Alors on est évidemment sur le 1254 cm3 qui délivre 136 chevaux avec du couple à revendre, avec un shifter qui fonctionne très très bien dès qu'on est un peu dans les tours, moto confortable qui n'a pas à faire ses preuves puisque en Belgique c'est la moto la plus vendue, c'est celle qu'on immatricule le plus, mais aussi dans le monde entier c'est la meilleure moto en termes de vente au monde. Alors bon, il y a certainement bien une raison, et il y a beaucoup de fans de la GS, certains la détestent aussi, certains la détestent simplement par le fait qu'on en voit trop, donc c'est peut-être pas une bonne raison, en tout cas légitime, de se dire on en voit beaucoup donc je ne l'aime pas. Il faut rester objectif, et en restant objectif, eh bien en fait on se trouve évidemment face à une moto aboutie, une moto qui a largement fait ses preuves sur la route comme hors des routes. Il y a un côté BMW évidemment que certains ne vont pas aimer, c'est la caractéristique du moteur, c'est ce boxer, ce 2 cylindres à plat qui délivre beaucoup de couple mais que certains trouvent aussi encombrant. Alors c'est une moto qui a plus sa place sur la route qu'en off-road, malgré qu'au guidon de certains très bons pilotes, elle est capable de choses assez extraordinaires, mais cette moto aussi, aux mains de pilotes normaux, permet de s'aventurer hors des chemins battus, sans rentrer dans des techniques trop compliquées. C'est une moto qui pardonne beaucoup. Donc une moto qui pardonne beaucoup aussi sur la route, grâce à son architecture de châssis, à son système paralever, son système de guidage avant, qui fait qu'en fait la moto ne plonge pas, elle a plutôt tendance à s'asseoir lors de freinage, et en fait c'est une moto très très efficace et qui permet, sans un bagage technique de haut niveau, de s'amuser à des vitesses qui sont déjà pas tout à fait légales. Alors évidemment c'est un moteur performant, on a une boîte 6 vitesses, je l'ai déjà dit, un shifter qui fonctionne bien dans les tours, à partir de 4000 on n'a plus aucun souci. C'est vraiment une machine performante, une machine avec une bonne protection. Au niveau électronique, on est évidemment bien fourni, et au travers cet écran TFT très large, on a le choix de plusieurs modes de conduite qui vont du rain au sport, en passant par le normal évidemment. On peut y rajouter le mode dynamique, et tout ça se rajoute à une suspension électronique qui est gérée en fonction des modes choisis, et aussi en fonction de la charge de la moto. Même chose pour l'éclairage est adaptatif en fonction de la charge, de l'inclinaison. Bref, c'est une moto, il n'y a pas grand chose à dire ni à rajouter sur cette machine. Toujours est-il que chez BMW, vous le savez, la liste des options est toujours longue.
On commence à 19 380 €. Je dis bien on commence. La moto présentée ici est équipée de pas mal d'options 719. On en a déjà parlé. Ce style d'option, cette appellation d'option permet évidemment de personnaliser sa moto. Chez BMW, on fonctionne avec des packs d'options. Et à partir du moment où on commence un peu à les taper dans les packs d'options, évidemment le prix grimpe pour en général se situer sur une GS équipée plus ou moins full entre 25 et 27 000 €. On est bien d'accord. Ça coûte un peu d'argent. À côté de ça, mais on va se retrouver sur, je l'ai dit au début de cet essai, sur à mon avis une des meilleures GS jamais construites. Qu'en sera-t-il pour la 1300 ? Ça, ce sera la réponse dans quelques semaines. Alors si la nouvelle 1300 sort dans quelques semaines, ce n'est pas pour ça qu'il va falloir enterrer la 1250. Elle va toujours être proposée en version Adventure avant la remplaçante de la 1250 Adventure qui est annoncée pour un 1400 cm3. On aurait donc deux versions de moteur. On attend de voir, puisque BMW entretient parfaitement le secret. En tout cas, cette 1250 reste encore un achat extraordinaire. Ça reste une moto capable du meilleur et capable de faire tout en fait. De le faire aussi bien en off-road que sur route, je l'ai déjà dit, de le faire seul, de le faire charger, de s'équiper de bagagerie. Ici, on n'en a qu'une partie. Ceux qui sont convaincus, je n'ai plus à le faire. Et ceux qui ne sont pas encore convaincus, ben écoutez, moi je vous engage à aller chez un concessionnaire BMW et d'aller essayer une 1250. Même si vous n'aimez pas, allez essayer. Il faut être curieux en fait. Et quand on a une moto, c'est bien d'aller en essayer d'autres pour se dire qu'il n'y a pas que son monde qui existe, il y a d'autres mondes. Et le monde de la GS est un monde à part, mais quel monde ? Voilà donc pour cette 1250 GS. On va continuer la visite de cette exposition. Suivez-moi. Bon, évidemment, on a ici pas mal de réalisations qui sont faites par des préparateurs privés, par des commandes spéciales de BMW. Ces motos sortent évidemment de l'ordinaire. Elles sont faites avec de la pièce de qualité, de la pièce rare, des peintures absolument tirées au cordeau. Évidemment, ça impressionne un peu tout le monde. Ça, c'est vraiment le hall d'entrée et on n'a fait que 20 mètres dans l'expo. Ben, c'est une vieille, avec des bons vieux carbus, les bonnes grosses pipes d'admission. On y a mis des ailerons comme sur les motos modernes. Deux belles sorties là sur l'arrière de la selle. Très très beau travail. Les courses de dragster vous tentent. Ça doit y aller. Hein. Alors ici, on va arriver dans la partie accessoires, qui est une partie très importante puisque en général les possesseurs de BMW équipent leur moto de pas mal d'accessoires. Ici on est chez l'incontournable Wunderlich et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui parle français. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Wunderlich est vraiment un accessoiriste très spécialisé dans le monde de la BMW depuis très longtemps. Oui, nous avons maintenant 37 ans. Oui. Et nous avons commencé. Au début c'était Yamaha. Mais après quelques ans, c'était BMW. Oui. Et BMW pour 20 ans, 25 ans. D'accord.
Et Donc- maintenant, on a aussi un peu des motos aventure, par exemple pour la Harley Davidson Pan America. D'accord. Et on fait des pièces pour la Ducati Desert X et D'accord. la Multistrada. Et la Multistrada, Oui. évidemment. Ok. Ça veut dire que je peux trouver des pièces pour ma moto, ma GS de 2004, par exemple, de l'année Par 2004. exemple, oui. Je peux trouver ça. De moins en moins pour les vieux. Forcément. Oui, parce que ce sont des séries un peu trop D'accord. petites. Mais pour les nouveaux, On trouve évidemment Oui, beaucoup de oui. choses. D'accord. Beaucoup. Équipé pour l'aventure principalement, mais aussi pour la protection. pour la protection, pour la ergonomie, Oui. pour sacoche, tout ça, D'accord. protège les boules, tout ça. Et pour tous les BM, n'importe si c'est un scooter ou une R18 Ouais. ou une GS, Toute la ou gamme. toute la gamme. D'accord. La principale source d'information, le website. C'est ça. D'accord. Wunderlich.fr, vous trouvez D'accord. tout. Ok. Et on peut commander en ligne. C'est ça. Parfait. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, à pour bientôt. venir. Oui, à bientôt. De Berlin et en un coup de baguette magique, on va partir chez nous pour continuer cette émission. Et nous revoilà chez nous. Pour certains, vous allez peut-être connaître l'endroit pour les fidèles de l'émission. On est chez Paquet Motor. Bonjour Vincent. Bonjour Thierry, Ça va? ça va? Merci de nous recevoir pour continuer à fêter l'anniversaire, le 100e anniversaire de BMW Motorrad. Salut Arnaud. Bonjour mon Thierry. Comment tu vas? Ça va bien, ça va C'est bien. vrai? Les vacances se sont bien passées? Oui, comme toujours. Toujours Oui. trop court aussi. Oui, ça c'est C'est une dénominateur permanente. commun. Oui, absolument. Vincent, on va évidemment parler BMW puisque c'est un peu ton core business. Ouais. 100 ans de production de motos, 100 ans de motos qui ont marqué l'histoire du deux roues, quand même, ça on peut le dire. BMW, c'est évidemment un peu ta spécialité. C'est entièrement ma spécialité depuis bientôt 20 ans. Ouais, Je fais que ça, entretien et réparation des BM. d'accord, Toutes les BM, les toutes vieilles, toutes récentes, quoi. d'accord. Il y a des motos sur lesquelles tu préfères travailler avec d'autres? Non, je les aime toutes. Franchement, D'accord. chacune a sa spécificité. Voilà. Donc on peut dire que c'est pratiquement les yeux fermés que tu démontes un moteur de BM. Pratiquement. Le flat, tu le connais bien, quoi. Ouais. Bon, en étant spécialiste indépendant, on n'est évidemment pas officiel, entre guillemets. Est-ce qu'il y a certaines choses dans lesquelles tu es limité? Non, on n'est pas trop limité. Maintenant, le client qui vient avec une moto toute neuve, pendant le temps de la garantie, j'ai un moteur qui reste en concession, quoi. D'accord, ok. Sinon, après, toutes les opérations sont possibles pour toi sans aucun problème. Ah ouais, ok, toutes. d'accord. Ta clientèle est forcément composée d'utilisateurs de BMW. Comment tu as établi ton réseau, en fait? Comment est-ce qu'on se fait connaître quand on est indépendant BMW? On se fait connaître du bouche à oreille au début. D'accord, Et puis après, un peu les réseaux sociaux, mais surtout le bouche à oreille. d'accord. Donc ta clientèle est quoi? Principalement locale? Non. Il y a des clients qui viennent vraiment de loin. D'accord, Ouais, ok. ouais. Il y a une page Facebook, je crois, qui Ouais, concerne ton activité. Donc vous allez voir, c'est Paquet Motor. C'est ça, ouais. Ça s'affiche ici en dessous. Paquetmotor.be. Ouais. Paquetmotor.be. Et ça, c'est le site internet, ça. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Moi j'ai une question mécanique. Oui. Le flat,
tu le connais par cœur. Depuis qu'il est passé au shift cam, t'en as déjà ouvert en shift cam? En shift cam, j'en ai pas encore ouvert. Non. Non. Ok. Enfin, somme toute, c'est surtout l'électronique qui gère le truc, mais mécaniquement, Ouais, c'est ça. relativement simple. Mécaniquement, hein. il y a vraiment rien de compliqué. Non. J'ai déjà vu le fonctionnement et tout ça, mais on n'ouvre pas, j'ai pas tout démonté. C'est trop tôt, quoi, Ouais. entre guillemets. Ouais. Oui, ben c'est une bonne question. Ça m'étonne d'ailleurs, mais mais en fait, moi j'ai une autre question mécanique, tiens, puisque toi tu parles de shift cam, et moi je voudrais bien avoir une petite question sur le shifter, où en fait certains motards trouvent que c'est un peu anti-mécanique. T'as un peu des retours là-dessus? Non, écoute, c'est anti-mécanique, fouille et non. La boîte de vitesse ne souffre pas trop avec le shifter, ça coupe l'allumage. D'accord. Bon, ça c'est bien de lever ton doigt. Tu as la parole. Bon, alors il faut se rappeler que le shifter, c'est quoi? C'est juste une coupure d'allumage qui fait qu'à un très court instant, en fait, il n'y a pas de contrainte sur la boîte de vitesse, et donc ça veut dire qu'il y a moyen de passer la vitesse juste après. Ce qu'on faisait avec les anciennes bécanes quand on était bien dans les tours. Bon, voilà. Rappelons-nous que, en fait, le quick shifter, c'est juste quelque chose qui a été créé, en fait, pour reproduire le simple fait que, ou bien on lâche la poignée des gaz, ou bien qu'on arrive au rupteur, et donc, à cet extrême moment qui est très court, on puisse passer la vitesse. Maintenant, nous, en course, aujourd'hui, évidemment, maintenant, ça fait quelques années, moi, je me rappelle avoir roulé sur la moto de Superbike de Marco Melandri à Imola, je crois qu'il y a 10 ans ou 12 ans, on roulait avec une boîte avec le shifter up and down, ce qui était réservé à la compétition. Moi, je suis monté sur la moto de Melandri, j'ai fait quoi? Il y a même moyen de passer les vitesses vers le bas, et c'était une révolution. Aujourd'hui, c'est devenu totalement... Voilà. Mais pour revenir au shifter, en tout cas en version up, il faut se rappeler que nous, en course, pendant des années, enfin pendant 10 ans, moi j'ai changé mes vitesses en n'embrayant jamais. C'est juste, on coupe et on monte une vitesse. Donc en fait, une fois de plus, on utilise le fait de lâcher la vitesse pour qu'il y ait ce temps mort qui se crée, et ce temps mort, on passe la vitesse. Donc globalement, ça n'a rien d'antimécanique. Alors certes, il est évident que sur 20 000 km, peut-être que ça aura une influence d'usure par rapport au reste, mais c'est certainement pas quelque chose qui va défiabiliser la boîte, ou sinon ça ferait longtemps que plus personne ne le ferait. Oui. Je dirais que même ce week-end, le week-end passé, eh bien, même sur des Harley-Davidson, j'ai utilisé cette technique pour passer les vitesses lors de la balade du Biker Festival, et en étant en bon père de famille. C'était pas que j'avais pas envie d'embrayer, il y a juste que ça se passe très bien et que ça fait des années qu'on utilise ce système. C'est bien de rassurer un peu les utilisateurs lambda là, sur ce petit détail, parce que parfois on pose la question. Et... Maintenant, là où je suis plus sceptique, c'est par rapport au down. Oui. Ouais, le down, nécessite de créer... le down, donc ça veut dire que on coupe les gaz, et quand on veut descendre une vitesse, là c'est assez délirant, parce qu'il faut savoir que les premiers systèmes qui sont apparus étaient interdits, parce qu'en fait il faut que le système donne un coup de gaz. Ça veut dire que comme vous êtes de nouveau en décélération, ça veut dire que le moteur est sous contrainte de décélération. Et pour pouvoir recréer ce temps mort, pour pouvoir baisser la vitesse, il faut redonner un petit coup de gaz. Et ce petit coup de gaz est donné par le système électronique. Et donc, en fait, évidemment, c'est beaucoup plus délicat, et il a été beaucoup plus compliqué d'arriver à développer le up and down, parce que le down est beaucoup plus difficile à trouver que le up, pour trouver ce fameux petit temps mort. Raison pour laquelle aussi on voit des évolutions de quick shifter down. Aujourd'hui, on monte sur des motos, on dit « Ah, le down est majestueux, nickel, onctueux et tout ça », alors qu'il y a certaines années, des très gros constructeurs et tout ça, alors en fait, le down a été créé principalement pour la compétition. Donc ça veut dire que le down est quelque chose qui fonctionne majoritairement quand on est, j'ai envie de dire, à partir du milieu du contour. Voilà. Tandis que quand on est très bas dans les tours... En option tourisme, on a quand même le temps, on peut débrayer. Oui, bien sûr. Voilà. Mais on peut je veux dire, voilà, ça marche bien surtout quand on est plus haut dans les tours. Alors que justement, sur la route, on est plutôt bas dans les tours, on est en downshift. Et donc, je pense que le downshift est quelque chose qu'on a inventé parce que ça existait. Je pense que c'était clairement pas nécessaire. Oui, c'est plutôt un produit marketing. Voilà. Et alors, pour quand même donner une idée de l'efficience de ces trucs, moi je me rappelle avoir roulé aux 6 heures il y a quelques années avec mon R1 à l'époque, et mon système down tombe en panne.
Ok. Et donc, en une fois, alors tu es habitué à ne plus embrayer, donc je roule, et puis je fais au final 5 tours, et en 5 tours, je récupère tous mes automatismes, et je retombe précisément dans les mêmes chronos, avec ou sans donc, l'embrayage. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, ça veut dire que le down, autant le down n'est pas spécialement nécessaire, parce qu'à la limite, gérer l'embrayage est quelque chose qui peut être vraiment intéressant, et peut peut-être même améliorer, enfin, vaste sujet. Par contre, je me suis retrouvé sans quick shifter up avec ma Suzuki GSX-R 1000 en début d'année à Barcelone, et là, je voyais vraiment que je perdais du temps, parce qu'à chaque fois que je coupais et que je remettais, couper et remettre, eh bien, quand on parle de dixième, en fait, à la fin du tour, ça fait 1 seconde, quoi. Et donc là, j'ai clairement perdu du temps. Donc autant, voilà, tout ça pour confirmer qu'un quick shifter up, c'est vraiment utile. C'est pas anti-mécanique, le down c'est un peu plus délicat et peut-être un peu moins utile. Tes temps autour n'ont jamais aucun rapport à ta forme à toi. Okay. Bon, on va continuer cette émission en parlant de BMW et évidemment on va faire un essai de la 90. La 90 évidemment en général on la connaît, on continue notre série d'essais des roadsters, on va essayer cette 90 dans une livrée somptueuse, une livrée 100e anniversaire, on la découvre ensemble. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Bon, il y a pire comme endroit pour finir la journée. Elle avait déjà bien commencé avec un petit café. On va d'ailleurs en reprendre un petit. Quelle balade géniale, quelle moto géniale. C'était vraiment bien. On va la détailler un peu. 100 ans que BMW fait des motos. Et cette 90 est là pour le rappeler puisque c'est une édition spéciale, 100e anniversaire. Alors elles sont toutes numérotées, mais en fait c'est des malins quand même chez BMW parce que tout le monde va croire qu'il a la numéro 1. En fait il est inscrit au-dessus du petit écusson 100e anniversaire, 100 ans, 1 off 1923. Donc 1923 motos comme ceci ont été produites et ce n'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, personne ne le sait, c'est une des 1923. Donc c'est pas mal de savoir sur son blason ce 1 off 1923. Bon alors cette moto, vous conviendrez comme moi qu'elle est juste splendide, elle est juste magnifique, avec son réservoir chromé, ses lignes blanches qui rappellent évidemment toute l'histoire de BMW Motorrad, son dégradé, le smoke cut, qui est en fait une couleur qui est apparue sur la 90S en 1969, l'équivalent de la version Daytona, l'orange, qu'on connaît tous. Alors la 90, on la connaît évidemment, c'est une moto agréable, c'est une moto performante, c'est une moto amusante. Et ici, on ne déroge pas à la règle, on est dans le plus. Parce qu'en fait, cette machine est équipée de pratiquement toutes les options 719. L'option 719 est une appellation qui, en fait, chez BMW, vous donne un large choix d'accessoires, que ce soit des poignées, des mètres cylindres, des rétroviseurs, des caches-culbuteurs taillés dans la masse, des bouchons d'huile, des commandes, de pose-pieds. Il y a tout un tas d'accessoires qui vous permettent de personnaliser encore plus cette machine. Alors à son guidon, bien en fait, c'est pur plaisir directement parce que la position est naturelle, le guidon est très large, donne une bonne préhension. La selle n'est pas d'un rembourrage extrême, mais sincèrement ça va. Je m'attendais à pire et finalement la moto est confortable.
Cette selle est divisée en deux parties. Vous conviendrez comme moi que la partie arrière n'est pas très large et fera une sélection naturelle sur le passager ou la passagère en termes de taille, parce que bon, voilà, c'est pas une moto qui est vraiment faite pour les grands, pas spécialement pour le duo non plus. D'ailleurs, il y a aussi une option avec un tape-cul, comme on dit, qui permet de pratiquement ne l'utiliser alors qu'en mono. Alors, le 1200 cm3, on le connaît, il fait 109 chevaux, il est bourré de couple, plein de bonne volonté. Ici, on est secondé évidemment par de très bonnes suspensions, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Et c'est vraiment une moto pur plaisir, ça tient le parquet de manière incroyable, très bien secondé par la monte pneumatique et par le retour d'information que vous avez de la moto quand vous roulez. Le freinage, double disque Brembo à l'avant, étrier radio, au-dessus de tout soupçon, c'est même un peu suréquipé, ça freine vraiment du tonnerre de Dieu. Alors effectivement, on n'est pas protégé, c'est un roadster. Donc dans toute la lignée des essais que nous avons fait depuis le début de cette année, un roadster c'est quoi? C'est une moto basique, une moto simple. Et quand on dit moto simple, c'est-à-dire une moto qui n'est pas équipée de pare-brise, de carénage. On a un moteur, des gros freins, de la puissance, du couple, un grand guidon, et on prend tout dans la tronche. Et ça fait partie du plaisir de rouler en roadster. Alors, une 90 comme ceci, bien écoutez, je sais déjà que les derniers exemplaires des 1923 construits se revendent déjà plus cher que le prix auquel elle est vendue en concession. Rappelons que ça démarre à 22 000 €. Pour un roadster de 1200 cm3, ça pique un peu, effectivement. On est dans de l'exclusif, on est dans du 100e anniversaire, on est dans quelque chose qui, en fait, un, vous sort de l'ordinaire, deux, vous donne la banane. Déjà, quand on ouvre le garage le matin, qu'on voit sa bouille, vous n'avez qu'une envie, c'est de monter dessus ou pas, et de simplement la regarder et de sourire. Alors, voilà... juste un jour parfait en fait, qui s'est passé sous le soleil, avec un début de journée juste comme il fallait, le petit café pour bien se réveiller, les petites haltes à l'ombre et se désaltérer. Il fait chaud aujourd'hui pour une fois, on n'a pas eu un été terrible, et puis profiter en fait de cette moto qui se pliera évidemment à tous les caprices de la météo, puisque elle est équipée de différents modes de conduite, du road, du rain ou du dynamique, et ça vous permettra évidemment d'utiliser le mode en fonction des conditions que vous allez rencontrer. Donc voilà, une BMW allez, au-dessus de tout soupçon, parce que franchement c'est vraiment top, c'est vraiment une chouette moto. Moi je la trouve très jolie. Et ça commence à devenir compliqué depuis le début de saison, quand on pense aux choix qui s'offrent dans la gamme des roadsters. On en a déjà essayé pas mal, chacun y trouvera son compte, son goût. Il est un fait qu'entre une T120 et ceci, il y a pratiquement 10 000 € de différence. Bon, ok, d'accord. Chacun mettra l'argent où il a envie de le mettre, et chacun se fera plaisir comme il a envie de se faire plaisir. Donc voilà, on continuera bien sûr cette aventure roadster durant toute la fin de saison, et en attendant je vais encore profiter un petit peu de cette moto, et avant de redémarrer, de la vue qu'elle m'offre. Eh bien on va finir son petit café tout en se réjouissant de la vue, que ça soit celle de la moto ou de ce bel endroit, et on va déjà se préparer au prochain test, au prochain roadster. Ce sera pour le mois prochain, ce sera la Ducati Monster. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. Voilà pour cette magnifique 90. Vincent, j'ai une petite question. Pour toi, quel est le modèle le plus emblématique de BMW que cette marque a créé sur les 100 dernières années? Bah, écoute, moi, ma moto de cœur, la moto, vraiment celle que je préfère, c'est la R90S en couleur Daytona. D'accord, donc orange. Orange, celle que tu es d'ailleurs venu essayer ici. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je l'ai restaurée comme je l'avais fait vraiment de A à Z, j'ai tout fait. Oui, celle-là, elle était vraiment picobello, comme on dit. Elle était toute neuve, toute neuve. Ouais. Et en fait, c'est vraiment la moto qui a un peu dépoussiéré l'image de BMW, qui avait une image de bon père de famille ou de gendarmerie. Tout à fait. C'était vraiment ça, quoi. Ah ouais, ils ont cassé les codes avec la couleur. Tout à fait. Et cette moto a gagné le Daytona. C'est presque la première superbike du marché, non? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était 200 km/h. Vraiment. Donc elle a existé dans cette version orange, elle a existé en smoked. Ouais, c'est ça. Un peu fumé comme ça, beaucoup plus foncé. Très très belle moto, emblématique évidemment. Ça ne court plus vraiment les rues. Non, du tout. Non. Ça commence à coûter un peu d'argent. Ouais. Énormément d'argent. On trouve encore toutes les pièces? Pour le moment, oui. Chez BM, c'est ça qui est bien. Ils ont fait pas mal de refabrication de pièces. D'accord. Et on sait encore, à l'heure actuelle, pratiquement tout avoir. Ok. Ça, c'est chouette. Ouais. Tu as un modèle, toi, emblématique, qui te plaît? Oui, mais en fait, moi, BMW est entré dans ma vie en 2012. En fait, moi, je ne me suis jamais intéressé à BMW, puisque j'étais à l'époque encore à fond, piste, course, tout ça. Et donc, BMW n'avait aucun intérêt. Alors, je n'avais pas encore découvert la polyvalence et la GS et tout ça. Aujourd'hui, bon, je connais ces motos qui sont effectivement des motos fantastiques. Mais pour moi, là où vraiment BMW a fait très très fort, ça reste en 2012 quand ils ont sorti la première S1000 RR et qu'ils sont venus taper un grand pied dans la mare. D'un coup, Et ils ont sorti une moto annoncée à 199 chevaux alors que toutes les motos qui ont été passées au banc dépassaient les 199 chevaux. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà communiqué, ce qui est déjà rare, une puissance inférieure pour ne pas dépasser la barre psychologique des 200 chevaux. Elle faisait plus de 200 chevaux. Elle avait de l'électronique, elle avait un anti-patinage et cette moto était très bien née. Et donc, en fait, c'est une révolution. Il faut se rappeler qu'à l'époque, personne n'a de traction control, personne n'a encore maîtrisé ce genre de choses et personne n'arrive non plus à développer une moto plus puissante de 200 chevaux. Donc, ils sont vraiment arrivés forts. Bon, après, moi, j'ai eu la chance d'essayer tous les modèles. Il y a eu en modèle emblématique, il y a eu la HP4, la première, qui était avec les suspensions électroniques, où Sylvain Barrier a gagné même le championnat du monde Superstock avec quelques anecdotes à la clé. Mais alors, pour moi, l'essai le plus jouissif de mon histoire de journaliste essayeur, c'est la HP4 Race. C'est la fameuse BMW S1000 RR, avec châssis carbone, jantes carbone, configuration Superbike, électronique Superbike et tout ça. J'ai pris, ça a été l'essai le plus jouissif de ma vie. C'était à Estoril et ça a été vraiment un moment magique. Aujourd'hui, je dis toujours, si je pouvais racheter une moto, ce serait la HP4 Race encore maintenant. Même si, alors dernièrement, la nouvelle S1000 RRM est sortie, eh bien j'hésiterais, si j'avais les sous, que je n'ai pas. Oui, ça commence à claquer un peu. Mais voilà, ça c'est mon modèle emblématique et c'est là, je pense qu'ils ont vraiment... à partir de ce moment-là, il a été clair qu'ils voulaient rajeunir la marque, qu'ils voulaient rajeunir plein de choses et depuis, ils ont fort évolué. Tu as raison, et quand on regarde un peu l'histoire, on vient de citer le cas de la 90S, on vient de citer le cas de la RR, et en fait, ils n'ont pas peur en fait, de parfois se mettre en danger et d'arriver dans des secteurs qui ne sont pas les leurs, comme le secteur du custom, où ils nous ont sorti la R18 avec ce monumental 1800 cm3 bicylindre qui prend une place incroyable, moto qui vient taquiner évidemment les ricains sur leur territoire, moto qui a du succès, on en voit je trouve quand même pas mal.
qui a maintenant un peu évolué en quelques modèles différents. Ouais. Et on va évidemment continuer à parler custom et aller sur le terrain que cette moto a attaqué. On va aller chez Harley-Davidson découvrir la Breakout qui nous revient en 2023. Directement après l'essai de la Breakout, nous ferons un tour de l'actu. Nous voilà donc avec l'essai de cette Breakout dans cette livrée Baja orange. Cette Harley-Davidson, elle est tout simplement sublime. Vous le savez, c'est peut-être pas complètement mon monde, le monde Harley-Davidson. J'ai plutôt l'habitude de rouler sur d'autres motos, plutôt des trails. Mais je dois bien avouer qu'elle fait son petit effet. J'ai d'ailleurs testé, j'ai placé la moto devant un bâtiment bien connu à Liège, le B3, et j'ai regardé les passants. Et je peux vous dire que les têtes, elles tournent, les gens s'arrêtent et ils regardent parce qu'elle est tout simplement sublime. Il y a ces chromes, il y a cette couleur, et puis il y a cet énorme moteur qu'on voit ici. C'est un quasiment 2 litres de cylindrée, 1900 et quelques, elle fait une centaine de chevaux, mais un couple phénoménal de 167 Nm. C'est un couple de tracteurs, n'ayant pas peur des mots. Et pour tracter, ça tracte, ça c'est clair et net. À toutes les vitesses, vous ouvrez et vous avez les bras qui s'allongent, tellement elle a du couple et tellement elle a de la reprise. Alors, c'est pas une moto avec laquelle vous allez faire de la vitesse, on se rend bien compte, on va parler de la position de conduite et de l'absence de protection qui vous empêche d'aller à des vitesses répréhensibles au niveau de la loi. Pour tout vous dire, 120 km/h avec cette moto, c'est déjà largement suffisant et c'est même parfois un peu pesant parce que vous avez l'air vraiment qui s'engouffre sur vous. Donc elle est plutôt faite pour se balader calmement dans les petits villages comme ici à Plainevaux. Voilà, si on est sur une deuxième, sur une troisième vitesse éventuellement et on prend son temps. Cette moto, elle fait 310 kg. Alors 310 kg, ça peut faire peur à énormément de gens, ça c'est clair et net, parce que il faut pouvoir les mouvoir, ces 310 kg, et je peux vous assurer que c'est très très simple en fait. D'abord parce qu'il y a cette position très basse sur la moto, mais aussi il y a un équilibre général qui la rend tout à fait maniable, un bon rayon de braquage pour ce type de véhicule. Et non seulement je l'ai testé dans les petits villages ici, mais je l'ai testé en ville également. C'est pas vraiment le terrain de jeu privilégié de ce genre de véhicule et pourtant elle tire son épingle du jeu, vous remontez les fils sans trop de problèmes, vous parvenez à prendre les ronds-points sans trop de difficultés, parfois avec des voitures qui vous coupent la route d'ailleurs, il faut toujours être attentif, mais globalement elle s'en sort très très bien, elle est assez polyvalente. La seule chose qu'elle peut peut-être pas faire, c'est vous embarquer dans des petits chemins vraiment étroits où vous ne savez pas comment vous allez faire pour la marche arrière. Il faut quand même idéalement prendre la côte pour pouvoir repartir en arrière parce que les 310 kg, ils sont là, ça c'est une certitude. On est très très bien installé sur cette selle, elle est vraiment confortable. Je n'ai pas testé avec un passager ou une passagère. La selle existe, bon, elle est moindre, mais ça a l'air d'être quand même relativement confortable également. On est placé avec les pieds bien en avant, ce large guidon qui est un petit peu agrandi par rapport au guidon de la Breakout précédente. Il fait 1,7 cm de plus, je pense. Bref, vous êtes relativement large. Ça signifie quoi? Je vous l'ai dit, quand vous roulez, vous êtes large, vous prenez tout le vent en pleine face parce qu'il n'y a pas de protection, donc ça décourage d'aller à des vitesses exagérées. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que avec la position de ces rétroviseurs qui tremblent pas mal par ailleurs, vous ne voyez pas grand-chose. Ça, c'est vraiment un reproche que je pourrais faire, c'est que ce que vous voyez, c'est surtout vos avant-bras et puis éventuellement la voiture qui est derrière. Donc ça, c'est un petit peu bof. On a ce large guidon, il est très très beau, vraiment toute une pièce comme ça, avec en son centre, on le voit à peine, un tableau de bord qui est minuscule, mais dès lors bien intégré, mais dès lors moyennement lisible. On a le cadran principal qui se trouve là, il y a l'essentiel, donc on a le régime moteur, la vitesse engagée qu'on ne voit pas là, et puis le réservoir. Et puis en dessous, il y a ce deuxième petit cadran, on voit le rapport neutre engagé quand on parvient à le trouver, et quelques autres infos
très honnêtement, c'est tellement petit en roulant que si vous ne connaissez pas par cœur sa signification et la position du témoin, ça va être compliqué à interpréter. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister, d'être complet finalement. Et puis, il y a cette magnifique pièce, ce guidon qui intègre tous ces éléments. Donc, il y a vraiment un effort qui a été fait pour trouver un compromis entre le look et puis les informations dont on a besoin quand on roule. Alors cette breakout, elle est keyless. En bon français, ça veut dire sans clé. Autrement dit, il y a ceci, vous le mettez dans votre poche et puis vous démarrez tout simplement. Si vous voulez verrouiller le guidon, c'est toujours par contre avec une clé sur le côté latéral de la moto. Sinon, ça, vous le mettez en poche tout simplement et puis vous démarrez. Petite vérification électronique et vous démarrez ce moteur. Et cet échappement qui fait un très très bon. Voilà, on va pas gêner la quiétude des habitants ici, on ne va pas jouer à ça, mais ça fait un bruit assez sympa. Je trouve que l'équilibre est assez bien trouvé entre ces motos qui font un potin d'enfer et ça devient insupportable, et quand même avoir une présence sonore. On sait que chez Harley on aime ça, donc franchement c'est un très très beau bruit, c'est vraiment sympa, et ceci à tous les rapports. Autre chose que vous voyez sur cette moto, et c'est sur le côté, c'est cette arrivée d'air qui est assez proéminente. Alors elle est spectaculaire, ça c'est vrai, elle est assez jolie, elle fait son petit effet, elle gêne un tout petit peu par contre du côté, et elle est très très chaude aussi, du côté du genou droit. Voilà, on a la position des pieds assez fort en avant, on a tendance à venir taper dessus. Attention, c'est pas une moto pour les petits gabarits, même si elle est très très basse, elle fait quand même sa taille, les 1,75 à 1,80 vont s'y sentir assez à l'aise. Donc voilà. Comme d'habitude, allez essayer cette moto si elle vous plaît. Elle fait, au niveau des tarifs, on est entre 28, 29, 30 000 euros. Oui, la finition, elle est exemplaire. C'est le monde Harley-Davidson aussi, vous le connaissez. C'est un produit qui est assez premium et il y a tout cet univers aussi Harley-Davidson aux côtés de cette moto et des différents modèles aussi. Voilà, c'est beaucoup de chrome, c'est une couleur magnifique, c'est une grosse présence, un feu LED assez discret mais qui renforce le caractère de cette moto. Vous n'allez pas passer inaperçu avec, mais je pense que celui ou celle qui achète ceci ne l'achète pas pour son phare LED, son petit écran ou sa transmission par cardan, mais quand même pour être vu et surtout pour prendre du plaisir à allure modérée. C'est vraiment son terrain de jeu dans la campagne. Voilà, beau modèle que la Breakout. Allez l'essayer, n'hésitez pas. Hot Motorbike à Teux, c'est votre concessionnaire Triumph, KTM et Gaz de référence. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez affaire qu'à des professionnels, mais surtout à des passionnés. Rejoignez la Triumph Adventure Experience à Malaga, en Espagne. Il s'agit d'un cours de 3 jours qui comprend 2 jours de formation tout-terrain ainsi qu'une expérience tout en un d'une journée pour le prix de 1048 € par personne. Une formation idéale pour les motards de tout niveau et de toute expérience. Des instructeurs multinac accrédités Triumph vous guideront à chaque étape. Vous voyez ici à l'écran les dates disponibles jusque fin d'année. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette offre à durée limitée, envoyez un email à l'adresse qui s'affiche maintenant. Triumph toujours dévoile le moteur de sa motocross. Le monocylindre 250 cm3 se présente. Le constructeur britannique est attendu pour la saison 2024 en MX2 et SMX 250. Depuis le début de l'été, Triumph n'a pas été avare en annonce de nouvelles motos avec la présentation de ses nouvelles Speed 400, Scrambler 400X, les coloris 2024 et les Trail Tiger 900 Aragon Edition. Le constructeur Dinkley travaille également sur un autre gros dossier pour ses futures motos tout-terrain. Nouveau coloris pour la ZX-10R 2024 chez Kawasaki.
Cette nouvelle machine est la quête du résultat par Kawasaki de la Ninja Superbike Ultime. Dans la foulée, la récente présentation des nouvelles ZX 4RR et ZX 6R, le modèle 2024 de la ZX 10R, vient compléter la famille ZX Ninja. Avec 213 chevaux, sa dotation électronique archi-complète et sa partie cycle soigneusement mise au point, la SX 10R mérite en tout point l'appellation de Superbike. Son 4 cylindres en ligne de 998 cm3 est associé à une boîte de vitesse à cassette et rapport rapproché dont les premières, deuxième et troisième ont été raccourcis, ce qui assure de meilleures accélérations à bas et moyen régime. Des aides nombreuses électroniques à la conduite dont le Quick Shifter Up and Down, l'anti-patinage sport, le Launch Control, l'ABS de virage, l'Engine Brake Control, donc c'est-à-dire le réglage du contrôle du frein moteur, l'amortisseur de direction électronique Hollins, une fonction cornering management et 4 modes de conduite font de cette machine une arme absolue. Pour 2024, cette ZX10R sera disponible dans de nouveaux coloris. La Febiac nous fait part de son analyse du marché des 2 roues sur les 6 premiers mois 2024. Il apparaît que le secteur des roadsters est en forme, ce qui va de pair avec nos essais mensuels des machines de ce secteur. On constate ensuite le succès des scooters de 125 cm3, résultat lié aux solutions de mobilité que les utilisateurs recherchent. En termes d'immatriculation, c'est Honda qui devance de quelques longueurs BMW. Le plus intéressant est le résultat par modèle, où l'on constate là que BMW place 3 machines de plus de 1000 cm3 dans le top 5, avec un scooter en 3e position et une très jolie 5e place pour la Kawasaki Z900. Honda ne place une machine qu'en 11e position avec son NT1100. En tête des immatriculations, on ne peut constater que Honda devient de plus en plus un fabricant de scooters. Les changements annoncés en MotoGP chez Honda le seront peut-être aussi dans sa gamme grand public. Mash Motorcycle est heureux de présenter son dernier scooter, le Mash Belena. Ce scooter résolument moderne offre une expérience de conduite exceptionnelle qui allie performance et confort. Le Mash Belena est disponible en 2 versions, 125 et 300 cm3. La version 125 cm3 est disponible en gris et en noir, tandis que la version 300 cm3 est disponible uniquement en noir. La Mash Belena est un choix évident pour les personnes qui se rendent régulièrement au travail et qui recherchent un scooter avec un prix attractif. En effet, le Belena sera disponible à partir de 3 599 € pour la version 125 cm3 et 4 599 € pour la version 300 cm3. Il est à noter que le nom Belena est un hommage à la ville de Beaune, berceau de la marque Mash, où chaque modèle est conçu avec passion. Le Mash Belena sera disponible chez les concessionnaires Mash agréés à partir du mois d'août 2023. Bon, voilà, on va un peu changer de sujet, on continue cette émission. Raphaël, bonjour. Salut Thierry. Tu es Sales Manager chez Ducati, ouais. Ducati Benelux. Début d'année, on avait tourné l'émission chez Ducati Bruxelles avec ton collègue Thomas. Et on avait parlé d'un challenge qui tournait autour de la Multistrada V4, le challenge 60 000 km. Exact. Alors, rappelle-nous un petit peu, quoi ce que c'est? Alors, quoi ce que c'est? C'est très simple. Donc, c'est important de préciser que c'est la Multistrada Rally. Oui. La Multistrada V4, elle existe depuis 2021, comme tu le sais. C'est une moto qui est largement mise en avant par la presse, par tout le monde, qui est reconnue comme une top de la catégorie.
On a voulu montrer que, hormis le fait de la maniabilité du moteur, de la bonne moto, etc., que c'était une moto qui pouvait faire des kilomètres, vraiment faire des kilomètres avec un coût d'entretien extrêmement faible. Et donc, le premier intervalle de gros entretien, donc le réglage soupape, est à 60 000 km sur cette moto. D'accord. Donc, le but du jeu, voilà. On recommande quand même des vidanges entre-temps. 15 000 km ou 2 ans pour ceux qui roulent moins. 60 000, les premiers gros frais, entre guillemets, c'est juste un réglage soupape. Il n'y a plus de courroie dans le moteur V4, donc c'est aussi des frais en moins par rapport aux autres moteurs V2 Ducati. La distribution se fait alors par chaîne. D'accord. Par chaîne, et on a supprimé le Desmo sur le moteur Multistrada, qui permet justement d'allonger cet intervalle d'entretien. D'accord. Donc, le but est de faire rouler une Multistrada Rally pendant 60 000 km sur l'année. Aujourd'hui, on peut la suivre en ligne, elle doit avoir 38 000 – 39 000 km. D'accord, on arrive presque au bout. Voilà, et je pense qu'à part un changement de kit pignon-chaîne vers 30 000 km, il ne s'est rien passé. Qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Et donc, en fait, cette moto passe de main en main. Oui. Pour essayer d'atteindre, dans cette année évidemment, l'intervalle de 60 000 km. Bon, de main en main, dont les tiennes. Exact. Donc elle est passée, je n'ai pas en tête le nombre de personnes, je sais qu'elle est allée en France, du côté du Portugal, elle est allée dans les Balkans, pour l'instant elle est du côté de la Hongrie, etc. Et effectivement, j'ai eu le plaisir et la chance de pouvoir faire une semaine à son guidon. On a fait à peu près 3 000 km avec ma compagne. C'est un challenge parce que pour faire 60 000 km sur une année, il faut rouler. Il faut vraiment rouler. Les intervalles entre les pilotes sont très très justes. J'ai récupéré la moto des mains de Bram Lambrecht, que Arnaud connaît certainement beaucoup mieux. Dans 2 heures, j'étais reparti, et quand j'ai déposé la moto au bureau à Paris, le mec est reparti 2 heures après moi. Donc c'est le temps d'un check et c'est reparti. Donc c'est vraiment... C'est donc un challenge européen. C'est plutôt, oui, voilà, c'est axé sur Ducati West Europe, qui est France Benelux. Donc on a essentiellement des pilotes français. On a commencé, le premier belge était Bram Lambrecht, et puis c'était moi. Et apparemment il y a encore des Liégeois, je pense, du côté de septembre, octobre. On ne peut pas en être autrement. Il n'y a pas de Liégeois. Enfin donc c'est plutôt franco-belge, quoi. C'est plutôt franco-belge, oui, exactement. On n'a pas de Hollandais à ma connaissance, mais effectivement. Et Ducati n'a pas pensé à, je vais dire, jumeler ça avec des initiatives italiennes, espagnoles et tout, pour faire un 60 000 km un peu partout, non ? C'est vraiment une initiative, donc... C'est une initiative de notre agence de com, tout simplement. Mais elle y est allée en Italie, de toute façon. Elle y est allée, et peut-être que ça peut lancer une mode, une idée, une initiative auprès des autres pays. Je crois que l'idée est effectivement excellente. Donc ça fait pas mal parler. Maintenant, tu dis que c'est la rallye qui le fait. Oui. On est bien d'accord que la Multistrada classique a les mêmes intervalles. Exactement, mêmes intervalles. L'avantage de la rallye, c'est son gros réservoir qui permet de, quand j'ai roulé, c'est faire un plein par jour en moto, c'est quand même chouette. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc la rallye, quand tu redémarres et que tu vois un range 500 ou 550 km, c'est extraordinaire. Et elle a fait de l'off-road. Donc avec ses jantes à rayons, avec sa garde au sol un peu plus élevée, suspension un peu plus de débattement. Donc cette moto, dans les 38 000 km qu'elle a jusqu'à maintenant, a fait de l'off-road. D'accord. Il y a quelques traces à gauche, à droite. En plus, elle est tombée, ça ne se voit pas, il n'y a rien. Oui, enfin bon, la vie d'une moto qui sort un peu des sentiers battus et qui fait déjà pratiquement 40 000 km. Donc on peut la poser à l'arrêt parce qu'on se laisse emporter par le poids. Ça arrive à tout le monde. Hein? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord. Mais voilà. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette moto passe entre tout type de conducteurs, avec des styles de conduite différents. C'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour un moteur. Non. Et là, on fait la preuve par 3 que ça tient le coup. Alors là, vous étiez 2 sur la moto, donc test encore en duo supplémentaire. Vraiment, avec, toi, tu n'es pas un petit gabarit. Tu es plus grand que moi, même, je crois. Oui. Et donc, la position, bien pour toi? Position nickel. Moi, je suis bien mis. Position de la passagère, nickel. Bon, forcément, quand on fait 500 km par jour, à un moment, il faut s'arrêter pour les mains, pour les genoux, pour les fesses. C'est comme ça, sur toutes les motos du monde, je pense. Mais on a supporté ça. Et ma compagne, finalement, qui n'avait jamais fait ça, partait avec beaucoup plus d'appréhension que moi. Et finalement, quand on est rentré, on avait envie de repartir. Peut-être pas le jour même, ou pas le lendemain, mais on a déjà des projets de repartir. On en voulait encore. Clairement. Bon, écoute, c'est une super expérience. On en a vu les images ici que tu nous as rapportées avec gentillesse. Cette moto continue. J'imagine que quand elle va arriver à ces 60 000 km, il y aura peut-être un petit événement quelque part dont on pourra reparler et se réunir peut-être autour pour fêter ça et voir qu'elle sera arrivée au bout, à mon avis, sans aucun problème. Et vous avez déjà planifié un retour, l'atteinte du but quelque part ou pas encore ?
Je ne sais pas, je ne connais pas le planning. Je pense qu'elle est partie du bureau de Ducati West Europe à Paris. Elle va rentrer là-bas, je suppose. Donc ça se passera là-bas, mais je n'ai pas le planning exact. Ouais. Après, ça va aussi dépendre de l'équipe. Quand on postule pour cette mission-là, parce qu'on postule, et je précise que j'ai postulé comme tout le monde, je n'ai pas du tout eu un passe-droit. Donc il faut vendre son histoire, il faut vendre sa destination, il faut vendre le fait qu'on va faire des photos. Parce que j'étais en concurrence avec des journalistes, des Instagrammeurs. Mon Instagram, il est tout à fait privé, quelconque, entre guillemets, je ne pousse pas là-dessus. Donc, j'ai dû vendre un projet. Donc voilà, il faut vendre aussi les kilomètres qu'on va faire, parce que ce calcul se fait forcément si on ne fait pas les kilomètres qu'on fait. Enfin, il n'y aura pas les 60 000, donc ça pose un problème. Donc on attend vraiment à ce qu'elle ait le kilométrage voulu en fin d'année. Bon, rendez-vous sur la Tour Eiffel, à mon avis. J'espère, oui, volontiers, plaisir. Bon, Raphaël, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On se revoit, j'imagine, très bientôt. Je peux déjà vous dire que le mois prochain, il y aura de la Ducati à l'essai avec la continuité de nos essais Roadster avec évidemment le Monster, l'incontournable Monster qui est là depuis pratiquement 30 ans. On fête le 30e anniversaire. Et ben voilà. Exactement. Donc je me disais bien qu'on ne devait pas en être bien loin. Moto qui m'a, petite parenthèse, fait un choc émotionnel la première fois que j'ai vu. Tout le monde, je pense. Oui. J'étais sur le cul, quoi. Bah, ça reste vraiment une moto mythique. Oui, c'était incroyable à l'époque. Le Monster 900, c'est une icône. Absolument, c'est une icône motocycliste. On a parlé voyage, on a parlé vacances, et bien on va encore continuer un peu à parler vacances et voyages avec un essai comparatif, et comme on a l'habitude de le faire depuis le début de la saison, un essai comparatif dans la même marque. Et donc, quelle est la meilleure GT entre la Tracer 9 GT+, et le Nikon GT? Deux motos complètement atypiques, deux Yamaha, avec d'un côté 3 roues sur le bitume, d'un côté 2, laquelle est la meilleure? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Bon, salut les gars, salut Alex. Salut Thierry. Petit tournage de vacances, en fait, vous nous excuserez pour les lunettes de soleil, mais là on l'a en fait en plat dans la tronche, même si ça va aller et venir parce que il fait nuageux aujourd'hui, mais on profite quand même du beau temps. Alors moi je suis vraiment très content Alex parce que je t'ai fait découvrir un truc aujourd'hui. De nouvelles sensations, effectivement, c'est quelque chose de différent, quelque chose que je ne connaissais pas. Ben oui, parce qu'en fait ce Niken, ça reste quand même un engin, un ovni dans le monde de la moto depuis sa sortie. Il faut essayer ça un jour, ne fût-ce que pour sa culture générale de motard, de savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, parce que c'est quand même assez bluffant. Alors on est évidemment dans la même famille puisqu'on est chez Yamaha, on est sur le même moteur. Absolument, le 890 cm3, le CP3, qui fait 115 chevaux d'un côté, 123 de l'autre, mais la grosse différence se fait surtout au niveau du poids. Absolument, ouais. Je crois que Niken est un peu 40 kg. Oui, c'est ça, on est à 270 kg sur le Niken et on est à 225 kg sur la Tracer 9. Alors la Tracer 9 est ici en version GT+. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce fameux GT+? Donc cette moto est vraiment faite pour les grands horizons puisqu'elle est fournie avec les deux valises latérales, elle a un grand pare-brise qui est réglable en hauteur, elle a des barres de protection au niveau des carters. Voilà, c'est fait pour être une grande voyageuse. Elle a une selle confort en gel, mais ça on va y revenir après, parce qu'on a peut-être certaines critiques à émettre là-dessus. Parce que de son côté, la Niken, qui elle aussi est une GT, elle aussi, elle a
ses valises latérales, elle aussi, elle a un pare-brise réglable, mais beaucoup moins protecteur. Oui, absolument. Absolument. Non, c'est vrai que le pare-brise est moins protecteur ici. Moi, je trouve qu'il est très très bien par rapport à moi. J'avais pas de problème de turbulence avec celui-ci, ni dans le champ de vision. Par contre, au niveau de la Tracer 900, là, j'étais plus embêté, effectivement. En position haute. En position haute, surtout. Ouais. En position haute, j'avais vraiment le haut du saut de vent, enfin du pare-brise qui se trouve vraiment dans le champ de vision. Ouais. Et ça, c'est un peu Moi, je suis juste au-dessus, donc j'estime d'avoir une bonne protection, à mon avis, au niveau épaule. On voit la forme de ce pare-brise, il doit, à mon avis, bien dévier en fait le flux d'air et les intempéries quand il y en a. Les mains sont protégées parce qu'il y a des protège-mains, ce qu'il n'y a pas sur la Niken ici. On pourrait imaginer que quelque chose se passe avec l'aérodynamisme des rétroviseurs, mais on ne l'a pas essayé. Malheureusement, il fait beau. Oui, mais j'allais dire effectivement en termes de protection, c'est vrai que sur le Niken GT, on a quand même cet avant qui est beaucoup plus proéminent que sur le Tracer et qui fait office effectivement de protection, en tout cas pour le bas du corps. Ouais, ça je suis joue un d'accord rôle avec toi. aérodynamique, c'est sûr et certain. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Alors au niveau de la finition, on est chez Yamaha. Yamaha, ils savent faire des motos, ils savent en faire depuis longtemps, et il n'y a rien à dire au niveau qualité des assemblages, finition de la machine, tout est à sa place. Il n'y a pas de câble qui pendent, on est sur du bon matériel, de la bonne facture, avec de bons équipements, des bons freins, des bonnes liaisons au sol. Tout ça agrémenté évidemment d'une technologie actuelle, surtout sur la Tracer 9 GT, puisque on a un radar de vitesse adaptatif sur cette moto-là, on a un cruise control évidemment, on a un traction control qui est réglable. Chacune des deux machines présente le même tableau de bord. Une sorte de grand iPad. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. On est sur un grand écran TFT qui donne toutes les informations nécessaires. Chaque machine... Ouais, aucun problème de lisibilité, hein, j'allais dire. Même Oui, absolument. Je veux dire, c'est très clair, on retrouve très vite les informations. Hein. Ouais, peu importe l'orientation qu'on a, même soleil dans le dos, le soleil qui tape dessus, c'est vraiment parfait comme information. On a évidemment tout ce qu'il faut pour la possibilité et le roulage au quotidien, c'est-à-dire le rapport engagé, mais aussi les modes de conduite. Il y a un mode train, il y a un mode street, il y a un mode sport. Et il y a un mode custom. C'est ça, et ce mode custom permet de régler la machine un petit peu comme vous désirez la voir. Et c'est vraiment à la carte. Il faut noter qu'il y a sur la Tracer 9 GT une connectivité Bluetooth, la possibilité d'adapter votre téléphone et un GPS via Google Maps. Qui va s'afficher en plein écran sur le TFT, donc ça c'est quand même grand confort. Alors confort, reparlons-en. Quand on saute d'une à l'autre, on est un peu interloqué parce que moi je trouve la Niken très confortable. Très 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 confortable, oui. Vraiment. Oui, vraiment. Avec du mousse, avec du ressort. Et alors on monte sur cette Tracer 9 et en fait malgré que la selle soit équipée de parties en gel, on a vraiment l'impression d'être sur quelque chose de beaucoup plus dur. Ah oui, c'est clairement, quand on passe effectivement du Niken GT vers la Tracer GT, c'est très sec, c'est très dur. Ouais. Voilà. Par contre, la position de conduite générale, je préfère la forme et le guidon de la Tracer par rapport à la Niken qui est beaucoup plus large. Et maintenant on va évidemment arriver au principal parce qu'en fait c'est le plaisir qu'on a au guidon. Ouais. Alors, du plaisir, il y en a sur les deux. Absolument. Absolument, c'est deux plaisirs totalement différents, ça c'est sûr et certain. Ouais. On a sur la Tracer un côté qui est plus sportif pour moi, effectivement, de par la rigidité, j'allais dire surtout le confort dont on parlait il y a quelques instants. Mais voilà, la position est plus sportive, le comportement de la moto est plus nerveuse. Hein. Ouais. Mais c'est plus nerveux, je pense que c'est cette différence de poids certainement qui fait toute la différence. Et alors il y a j'allais dire, la différence entre les deux, c'est que je trouve la Tracer beaucoup plus réactive. On en parlait ensemble un petit peu. C'est vrai que tu m'as présenté un petit peu le côté carving, donc un peu comme le ski, hein, donc le fait de toujours être... Avec le Niken. Voilà, on en a parlé justement avec le Niken. C'est quelque chose qu'on ressent énormément. Une fois qu'on le sait, au guidon du Niken, on a la sensation d'être en ligne droite avec la Tracer. Avec celle-ci, on n'a plus ce côté... Alors, j'ai pas envie de dire... C'est pas flou, c'est pas vrai. Non, c'est pas flou, mais voilà, on est sur quelque chose qui est constamment en mouvement. Voilà. Exactement, on doit toujours, ce sentiment de devoir toujours réajuster un tout petit peu. Ouais. Alors que, ça c'est une moto.
Ça c'est une moto. Ouais, c'est une voilà. moto, c'est sûr. Alors bon, ceci en est une aussi, hein, si j'enlève la béquille, elle tombe, hein, on n'est pas sur un scooter avec un côté hyper rigide devant. Ça a une souplesse et une ingénierie, vous voyez les images, regardez ce qui se passe en dessous, c'est quand même assez hallucinant en termes de solutions d'ingénieurs, parce que c'est vraiment une prouesse d'avoir fait une moto qui donne autant d'assurance dans le train avant, parce qu'on a vraiment l'impression avec cette moto, on arrive dans un virage, on a une sensation quand on arrive dans le virage, c'est que il faut peut-être y aller avec un peu plus de vitesse, ou en tout cas avec une remise des gaz, un poil plus tôt qu'avec une moto, parce qu'en fait, si on est un peu trop lent, on a un peu l'impression que la moto tombe, la moto engage à l'intérieur du virage, alors que ce n'est pas le cas du tout. On est sur 2 poids de contact évidemment au sol, donc ce qui nous permet d'avoir des freinages de trappeur, et surtout s'il y a un morceau qui glisse un peu sur la route, il y a toujours un des 2 trains qui va rattraper l'autre, et donc on est limité à 45 degrés si mes souvenirs sont bons, ou 48 degrés en termes d'inclinaison maximale. Croyez-moi que c'est largement suffisant, et cette moto prend vraiment tout son sens sur les petites routes, parce que je trouve qu'elle offre un confort et un retour d'information assez génial, et pour moi la confiance est absolue. Voilà. Moi j'y vais franco, il n'y a rien qui me... J'ai pas d'arrière-pensée, que là je suis sur une moto et je vais un peu plus penser à ma trajectoire, être un peu, à la limite un peu plus propre. Ceci, voilà, permet peut-être un peu plus d'erreurs. C'est un tout petit peu plus pâteau qu'une moto. Oui, enfin voilà, je trouve qu'effectivement, ça demande plus d'anticipation, je trouve. Ouais. Maintenant, quand on saute d'une à l'autre, c'est assez perturbant, mais après 2-3 minutes de conduite sur la Niken, on est, pour ma part, en tout cas, moi je suis complètement conquis par cette moto. Je trouve ça d'une efficacité, d'une sécurité assez bluffante. Alors, bon, pour les petites nouveautés au niveau de la conduite, on a un parfait quick shifter sur les 2 motos up and down, qui fonctionne vraiment de manière géniale. Donc les 2 motos sont équipées de valises latérales, comme vous le voyez, valises d'une contenance correcte, mais on aurait pu faire un peu moins d'angle pour permettre de mettre au moins un casque dedans. Bon, ça c'est pas à l'ordre du jour, mais bon voilà, il y a quand même moyen de partir largement en week-end avec ces 2 motos, même à 2. Alors même à 2, c'est là où la différence va être la plus grande à mon avis sur ces 2 machines. C'est qu'ici, à un moment donné, on a un peu l'impression qu'on est au bout du moteur, et on se dit à 2 chargés, ce sera peut-être un peu plus compliqué, alors que la tresseur, elle a toujours ce souffle en plus. Bon, 50 kg à tirer, c'est évidemment autre chose, et puis voilà, 114 chevaux, 119, ce ne sont que 5 chevaux, mais le rapport poids-puissance fait que. Donc, au moment de rendre les clés, j'ai du mal. Alors la Tracer 9 GT s'échange à 16 999 €, tandis que la Niken démarre à 18 299. Bon, il y a 1 200 € de différence. Le look, bon, on est sur une moto, on est de manière consensuelle, je trouve l'avant très beau. J'aime beaucoup cette forme qui vient ici recouvrir les 2 optiques supplémentaires. C'est sûr que le Niken, on est dans le 3e millénaire, on est dans le film Transformer, on a l'impression qu'il va se lever et que ça va devenir un robot. Ça a un look particulier. Certains ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils trouvent que voilà, on a l'impression de ne pas être sur une moto et je suis plus un motard avec ça. Ben, croyez bien que non. Au moment de rentrer les clés, j'hésite encore. Je ne sais pas laquelle je vais garder. Et toi ? J'hésite oui et non, c'est-à-dire que moi je pense que je partirais plus sur la Tracer quand même, qui pour moi garde l'esprit moto pur. Le Niken GT se comporte comme une moto, ça c'est sûr et certain. L'exclusivité peut-être du Niken GT m'intéresse, mais les sensations de la moto pure, la Tracer 900 pour moi. Je crois que ça dépend aussi beaucoup de l'utilisation finale qu'on va en avoir. Bien sûr. Tu vois, je crois que quelqu'un qui se destine à voyager pas mal, de manière confortable, à 2, chargé, il n'y a pas photo, la Tracer 9 GT c'est ce qu'il faut. Pour un usage quotidien sur les routes que nous avons chez nous en Wallonie et la météo aussi, bien sûr. Le Niken GT m'attire vraiment beaucoup.
Donc, allez vous faire une idée. Il y a des concessionnaires Yamaha un peu partout. Je ne dis pas que le Niken est à l'essai dans toutes les concessions parce que ce n'est pas un énorme succès commercial, malgré que ce soit la moto du Tour de France. Mais néanmoins, essayez un jour cette moto parce que vous serez vraiment surpris. Ben écoute, on va rester là-dessus. Je garde la Niken et tu reprends la Trésor 9. Moi, ça me va. Allez, ça marche. Bon les gars, on se retrouve un peu plus tard. Et pour d'autres essais et d'autres aventures. Merci Alex. Merci Thierry. Ciao. Voilà donc pour cet essai des GT chez Yamaha. À vous de vous faire votre idée. Arnaud, si on reparlait encore un petit peu du contrôle technique. Mais en fait, on a commencé à en parler tout à l'heure, caméra off avec notre ami ici, oui. Vincent. Et on savait que ça allait être compliqué, on savait que ça allait poser problème. On savait que ça allait faire beaucoup de mécontents. Il y avait et bon, je vais laisser parler Vincent pour un petit peu expliquer. Toi qui es face au problème, en plus toi qui es plutôt dans la restauration de vieilles machines. Alors la bonne nouvelle, c'est que toi tu essayes de faire des full origines, ce qui est une excellente chose et ce qui est plutôt favorable en termes de contrôle technique. Mais quels sont les problèmes que tu rencontres et explique-moi un peu la situation d'après toi. Bref, les gros problèmes, c'est au niveau des châssis qui sont un peu transformés à l'arrière, au niveau des feux, de l'homologation de tout ça. Des changements de roues, c'est énormément de problèmes et ça a un peu cassé le marché, quoi. C'est vraiment, le marché de l'occasion est en chute libre, hein, il a perdu 40%. Et il vérifie, donc si tu mets des roues différentes, des trucs comme ça, ils arrivent à détecter, ils arrivent à... Peut-être pas à chaque fois, mais ça dépend un peu sur qui on tombe. Mais si on vend une préparation, je préfère quand même que tout soit dans la légalité. Et maintenant, en tant que professionnel, on est obligé de suivre un peu le... Ce qui est problématique, c'est ce que tu soulèves, c'est de dire ça dépend sur qui on tombe. Moi, ça me gêne beaucoup, parce que en fait, ça veut dire que c'est pas une science exacte et que ça peut passer une fois et pas l'autre. Ouais, tout à fait. Une moto comme celle-ci, si je l'équipe full LED, elle passe plus ? Si, normalement, ça devrait, il ne devrait pas avoir de soucis. Ouais. Par contre, si maintenant, toi, tu n'es pas évidemment axé sur un commerce de la moto d'occasion, donc en fait, tu le fais à la demande. Mais je sais que ça pose beaucoup de problèmes chez pas mal de concessionnaires, c'est qu'en fait, le contrôle technique n'est valable que 2 mois. Alors ça, c'est un gros problème. J'allais y venir, parce que donc ils passent le contrôle pour la mettre en conformité, et si elle n'est pas vendue dans les 2 mois, ils doivent repasser le contrôle. Ouais. Et en fait, quand une moto d'occasion est dans un showroom, en général, vous le savez tous, c'est de la vente d'impulsion, il fait beau, j'ai envie de rouler la moto, je rentre dans le showroom, je vois cette moto, je la veux. Ah mais écoutez, attendez, je dois prendre rendez-vous à l'autosécurité, c'est dans 3 semaines. Alors il a dit non, moi je la veux maintenant. Et voilà, et donc c'est vraiment très compliqué, plus le temps que ça prend pour les concessionnaires de prendre un de leurs ouvriers qui va au centre de contrôle technique avec la camionnette, il y a 1 heure aller, 1 heure sur place, 1 heure retour, c'est 3 heures, il faut payer un mec 3 heures. Grosse perte de temps. C'est vraiment très compliqué. Alors, j'ai rendez-vous le mois prochain avec le responsable moto du contrôle technique, avec lequel on va faire un bilan de ce qui s'est passé depuis le début d'année et essayer, je dis bien essayer, j'aimerais vous le promettre, mais de faire un tableau qui va permettre un peu à chacun de s'y retrouver, savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Ça, c'est une chose. Ils m'ont déjà dit, on va aussi vous fournir la liste des horreurs qu'on a vues. Donc, tout n'est pas si beau dans le monde de la moto. Il y a quand même des gars qui roulent avec des motos... un peu, même beaucoup hors limite. Je suis bien placé pour le savoir, parce que moi, dans mon toi, t'en vas passer. Mais oui, parce que si tu veux, de manière inévitable, quand tu fais du toute marque, eh bien, aujourd'hui, la plupart du temps, tu tombes sur des motos qui ont entre 10, 15 et 20 ans, parce que de manière évidente, lui est officiel, officiel, non officiel, entre guillemets, mais il fait une marque, donc il a les outils de diagnostic, il a tout ce qu'il faut. Moi, je ne peux évidemment pas me permettre d'avoir les outils de diagnostic de toutes les marques et ceci, cela. Donc en fait, ça veut dire que je pense que les petits garages sont en train de mourir.
parce que de toute façon, l'électronique et la gestion de tous ces engins va nécessiter qu'un simple bon mécanicien, oui, pourra faire un moteur, pourra refaire une suspension, pourra refaire tous des éléments purement mécaniques, mais remettre une moto en marche, avoir le diagnostic et tout ça, c'est pas possible. Et effectivement, moi je vois des gens qui m'amènent des motos avec des envies de redémarrage après 10 ans, des envies de ceci, de cela. Je dis, écoute, les pneus ont 15 ans. Je dis, l'élément de sécurité numéro 1, c'est quand même les pneus, selon moi. Alors, oui, mais non, mais les pneus, c'est pas grave, je voudrais juste qu'elles tournent et ceci. Je dis, mais écoute, il y a ça. Et puis, on tombe sur des gens qui veulent faire des redémarrages et ceci, cela, mais qui ne se donnent pas les moyens de faire une moto. Oui, ils ne se rendent pas compte, en fait. Et puis, en fait, ce qu'ils voudraient juste, c'est qu'elle démarre, mais en fait, la moto n'est absolument pas en état de rouler. Et quand tu leur dis ce que représentent les frais pour réellement la remettre en conformité, c'est pas spécialement que moi je veux les remettre en conformité, je voudrais les remettre en sécurité, ce qui est encore différent. Totalement. Et là, juste pour en arriver au stade de sécurité, ils sont déjà frileux, tu as des gens, et alors, quand c'est comme ça, moi je dis bon, bye bye, sorry, on ne s'entendra pas, parce que je peux pas, j'ai des responsabilités, nous avons des responsabilités là-dedans. Oui, tu pourrais avoir un retour de flamme en ayant laissé partir une moto. Mais malheureusement, il y a aussi une partie des gens, ça tout le monde le sait, il suffit d'examiner un peu Internet et les réponses et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont de très mauvaise foi. Oui. Il y a des gens qui sont capables de vous faire un procès pour une chute en disant qu'elle sort de chez vous, alors qu'il a clairement refusé qu'on fasse les frais qu'il fallait faire pour qu'elle soit en sécurité. Il faut être prudent, vous avez une situation qui n'est pas toujours facile à gérer, ça c'est sûr. Ouais. Donc moi je fais des abandons de recours quand parfois je fais une moto correcte, mais il y a encore des éléments qui sont pour moi pas bons. Je le mets clairement sur la facture et je fais signer le client pour faire un abandon de recours sur certaines parts, parce qu'on est vraiment obligé de se protéger. Lui, ses héritiers sur 5 générations. Oui, minimum. Vincent, tu t'intéresses un peu à la compétition ? Oui, un petit peu. Tu regardes le MotoGP ? Quand j'ai le temps, oui. Ouais. Arnaud, on va peut-être parler un peu des bruits de paddock ? Mais avec grand plaisir, mon cher Thierry. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Écoute, il se passe plein de choses. On est au lendemain du Grand Prix de Styrie, à savoir le Grand Prix d'Autriche, où on a vécu des moments assez... moi, comme toujours, j'ai regardé toutes les catégories. C'était un week-end intéressant. Rappelons-nous, donc, dans les bruits de paddock, je parle toujours GP, mais je parle aussi Superbike. Alors, pour le moment, Superbike, c'est plutôt calme. Il n'y a pas eu beaucoup de courses, ça va bientôt redémarrer. On a arrêté la saison, et je veux dire, rien n'a changé particulièrement, à savoir que c'est toujours Bautista qui roule sur la Ducati. La Ducati, on a réduit son nombre de tours minutes de 250 tours. Au final, la Kawa de Jonathan Rea a été augmentée de 500 tours. Mais Jonathan Rea déclare que les 500 tours ne sont actuellement pas exploitables dans le sens où, au niveau gestion électronique et du moteur, on leur a attribué 500 tours que Kawa ne sait pas mettre dans le système. Ça veut dire qu'il dit on me les a donnés, mais on n'a pas pu les utiliser. Bon, alors c'est franchement décevant, évidemment. Alors il y a Toprak Razgatlioglu. Tu as étudié toutes les vacances, pour le dire d'un peu comme ça. qui reste vraiment... J'ai envie de dire que sans lui, le championnat serait quand même un petit peu terne, parce que Bautista est en train de survoler le championnat de manière complètement folle. Le Turc est juste brillant. Je trouve que c'est un pilote qui est somptueux, qui est beau, qui est spectaculaire, qui a un sens de l'équilibre complètement fou. D'ailleurs, il le prouve hors piste aussi, avec toujours toutes sortes de figures. Il fait des poirées, il fait des roues avant. Enfin, il passe. C'est un acrobate, le gars. Et il maltraite cette Yamaha R1 d'une manière complètement folle. Et il fait des résultats. Heureusement, il a gagné quelques courses sprint. Il a gagné 2-3 courses longues aussi. Donc il était en train de revenir. Malheureusement, la dernière course, il a eu une perte de pression du pneu arrière. Et donc il menait une course longue à Silverstone, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il s'est cassé la figure. Et c'est Bautista qui était deuxième, donc qui a récupéré 25 points. Et donc c'est un gros coup au championnat, à savoir que ça ne fait que confirmer le fait que Bautista va certainement redevenir champion du monde assez rapidement. Maintenant, dans la catégorie Super Sport, Kif Bourrico, on parle de nouveau de Ducati avec Boulega, qui est un protégé de la VR46, qui a roulé en Moto 2, qui a roulé en Moto 3. VR46 qui frappe fort dans toutes les directions. Oui, à fond. Donc une fois, l'Italie est en plein dedans.
Mais bon, il est sur Ducati, il est sur la V2, c'est le seul qui arrive à la faire marcher comme ça. C'est le seul aussi qui a une V2 officielle. Mais Boulega est devant, donc voilà, on est toujours là. Ouais. En GP, ben effectivement, la VR46, ça fait un très très beau week-end. On sort du mercato aussi, ça commence à bouger un peu dans tous les sens. Je crois que ça ne fait pas commencer. En fait, je crois qu'on est en plein dedans. Ouais. Je pense qu'actuellement, les échanges d'emails, de WhatsApp et de ça doit fuser. Ça doit être hallucinant parce que, bon, on vient d'apprendre que notre ami Zarco va être transféré chez LCR. Oui, j'ai un peu de mal à comprendre cette décision. Moi non, disons que ce qu'il y a, c'est que chez Ducati, ils veulent absolument... ils ont pris des engagements avec des petits jeunes, ils font pas mal... En fait, surtout le problème, c'est Bezzecchi. Ça veut dire que Bezzecchi, de manière tout à fait normale, veut une moto officielle. On va dire qu'avec les résultats qu'il fait actuellement avec la GP22, dans le team VR46... Il est en droit d'attendre, en tout cas, une moto. C'est un postulant clair au titre, sauf que ce week-end, c'est malheureusement moins bien passé, mais clairement, il va chatouiller Bagnaia tout le temps. Donc, lui réclame, et comme en plus il est italien, donc difficile à lui refuser en Italie, en plus c'est VR46, Italie, enfin bref, tout ça dit qu'il veut un guidon officiel GP24, et en fait, il n'y en a que 2 en plus de l'équipe d'usine, c'est chez Pramac. Donc, clairement... la seule manière de lui donner un guidon d'usine sans le mettre avec la combi d'usine, c'est de le mettre chez Pramac. Donc du coup, il en fallait un qui saute. Et comme Martin a quand même de meilleurs résultats globalement. Jorge Martin, c'est un gars brillant. Je veux dire clairement, c'est aussi un top pilote qui va encore grandir et qui fait des choses dingues. Oui, parce qu'il est tout petit. Hein. Ouais. Mais voilà, moi j'adore Zarco. Je crains que ce passage soit définitivement la fin de ses espoirs de gagner un Grand Prix. Oui, parce que j'aimerais tant le voir sur la première marche du podium. Voilà, il le mérite. En même temps, tu vois Rins qui a gagné un GP avec la moto LCR aux Amériques et tu dis, apparemment, il y a quand même moyen de voilà. Bon, chez Honda, j'imagine quand même qu'ils vont se bouger. Bon, le vrai mercato, la vraie grosse question, et là, on peut avoir une énorme surprise, c'est Marquez. C'est que Marquez, moi je le vois ce week-end, je m'imagine avec son instinct de guerrier qui est prêt à se foutre par terre à tous les GP comme il a fait jusqu'ici. Il a marqué ses premiers points de la saison ce week-end, ok. Mais en se baladant 15-16, et puis pour finir, rentrer dans les points. Mais un type comme ça, tu lui dis, écoute, il faut se calmer, maintenant il faut arrêter de te mettre sur le toit. Roule au rythme que tu sais pour pas te foutre par terre et tout ça, et le gars est 15-16e, mais le mental de ce type est pas du tout en adéquation avec ce qui se passe. Le type, à un moment, je crois qu'on peut lui offrir encore 10 millions de plus chez Honda. À un moment, il va se dire, mais putain, moi, il me reste pas tellement d'années que ça. Il a 28 ans, si je dis pas de bêtises, ou 29 même, je crois. Et il était quand même encore en droit d'aller chercher un titre, même si la concurrence devient rude. Mais c'est considéré comme vieux aujourd'hui, hein, 28, 29, oui, je suis bien d'accord avec toi. Zarco, 32, il est considéré comme un ancien du paddock. Ouais. Donc, si tu veux, il se rend bien compte que, en fait, d'une certaine manière, la fin est proche. Quoi, ouais. Et Honda annonce que la fin du championnat sera consacrée au développement de la moto et à l'essai de solutions. Ouais. Donc, le voilà, pilote d'essai jusqu'à la fin de la saison. Quoi. Moi, donc, ça ne doit pas être très satisfaisant pour lui. Je me demande si, après un week-end pareil, de toute façon, je pense que pour un Marquez, c'est tout simplement juste insupportable de pouvoir se balader là. Et c'est absolument pas dans son ADN. Je pense qu'il... On a parlé un peu de lui chez KTM. Oui, mais je crois qu'en fait, c'est ultra secret. En fait, je pense qu'il y a des choses... c'est comme la BM, la GS 1300. Dont on reparlera bientôt, qui est un secret absolu. Voilà. Tout le monde sait qu'elle existe et personne ne l'en connaît. C'est comme le monde du Loch Ness. On en entend beaucoup parler, mais on n'a jamais vu. Voilà. Bon, mais tout ça pour dire que Marquez, il est en grosse difficulté. Bagnaia vient de faire un week-end parfait. Parfait. Le sprint et le GP. Voilà. Bezzecchi a fait un week-end pas parfait. Oui, il s'est fait un peu envoler au sprint. Donc lui, c'est lui qui doit aller rechercher des points et il en a perdu. Donc ça, c'est jamais bon, même si le titre n'est pas fini. Mais il faut avouer que maintenant, Bagnaia il a non seulement la maîtrise, il a la bonne position, il a tout pour bien faire. Ouais, pour le moment, il est vite. Hein, voilà.
Maintenant, il y a Rins qui va aller chez Yamaha. Ça va être, ça va encore se décanter et je pense qu'on va encore avoir quelques belles surprises. Si jamais Marquez change de crèmerie, là, oui, ça va être le coup de tonnerre. Ouf, là, il va y avoir des contrats qui vont se déchirer les uns après les autres et il va y avoir le mercato qui va bouger. Ouais, probablement. Bon, des nouvelles de notre ami Barry? Barry, malheureusement, n'a pas couru parce qu'il était blessé. C'est dommage parce que le GP précédent, il avait vraiment été top. Il m'avait vraiment impressionné. J'ai trouvé très fort parce qu'il a vraiment roulé non-stop tout le GP avec les vite. Que sont Acosta, que sont il a terminé 7e si mes souvenirs sont bons. Ouais. Alors la course Moto 2, alors autant je dois avouer que la course MotoGP était pour moi un petit peu ennuyante parce qu'il ne s'est rien passé globalement. Bagnaia est parti et puis c'était tout. Enfin, ça restait un beau GP, mais je veux dire, il y a des GP particuliers où ça se dépasse tout le temps, ce n'était pas le cas. En Moto 2, c'était quand même nettement plus animé. Alors Pedro Acosta reste le grand favori. Intelligemment, il a réussi à terminer le GP deuxième et ne pas s'accrocher à la victoire à laquelle il prétendait, à savoir qu'il a fait tout le GP devant. Ouais. C'est intelligent quand même d'avoir résisté à la maturité, l'envie de ne pas aller plus loin. Et donc c'est Vietti qui a fait deuxième, qui a gagné. Et Vietti, c'est un pilote auquel on ne s'intéresse pas assez, qui était encore jusqu'à le milieu de saison passée un top pilote qui prétendait au titre et qui renaît de ses cendres un petit peu en gagnant ce GP. Et c'est un tout fort, toujours de la VR46, donc c'est un pilote VR46. Donc Vietti, je pense que ça fait du bien. Moi, j'étais content de le voir. Alors, apparemment, à la VR46, on l'appelle l'animal. Ah oui. Ouais, parce qu'apparemment, il y va, c'est une brute épaisse, il y va fort quand il est au camp, là, quand ils font du truc. Enfin, il l'appelle la brute, enfin la bête, quoi. Donc, je pense que ça parle assez. Donc, je pense que le gars, en plus, il a une bonne bouille, il est sympa. Et puis en Moto 3, course toujours très disputée avec Joe Mazia, enfin tous les prétendants habituels. Il y a Delgado qui est dans l'équipe KTM. Alors il faut quand même avouer que KTM en Moto 3 et en Moto 2, alors même s'ils ont des vraies machines officielles en Moto 3 qui sont actuellement les meilleures, elles sont plus performantes que le Honda. Ça a été déclaré, c'est officiel. Et même en Moto 2, alors que le matériel ne correspond, il n'y a rien de KTM sur leur moto, mais être dans un team KTM aujourd'hui, il y a de fortes chances d'être champion du monde quand tu es dans l'équipe officielle KTM. À savoir que Acosta est dans l'équipe officielle, oui, tu as Dolgado en Moto 3. Ils ont le vent en poupe. Hein. Oui, si tu veux, je pense qu'il y a un niveau de professionnalisme dans ces équipes qui fait que la préparation, je pense que même l'aspect psychologique et tout ça. Alors c'est assez comique de voir Aki Ajo, le fameux team manager, que moi je vois depuis des années, mais c'est un vrai Autrichien qui est toujours, qui gagne ou qui perd de son visage, il n'y a rien qui bouge. Mais c'est un type hyper professionnel qui a fait rouler Barry à ses tout débuts d'ailleurs, qui a donné sa chance à Barry quand il était en Red Bull Rookies Cup. Donc je pense que c'est intéressant quand même qu'un type comme ça ait à l'époque donné de l'intérêt à Barry. Je pense que c'est pas n'importe quoi non plus. Ouais. Et donc voilà, il se passe plein de choses. Rendez-vous dans 15 jours. Ouais, pour la suite. On va voir. J'ai envie de dire que Ducati reste la marque qui a le vent en poupe. Oui, là pour le moment, il n'y a pas photo, ça c'est sûr et certain. KTM, certains de chez Ducati prédisent KTM numéro 1 d'ici 1 ou 2 ans. Ouais. Parce qu'ils voient le niveau de développement, le niveau d'avancement, le niveau de professionnalisme. Alors c'est dingue aussi parce qu'on parle de mercato, on parle de pilote, mais il faut savoir aussi qu'ils se piquent des techniciens à gauche, à droite. Tu as les Autrichiens qui achètent un Ducati qui pique je veux dire, dans les équipes. C'est la guerre ouverte. Ah oui, clairement. Oui. Et donc le mercato est aussi dans les équipes. Et beaucoup prédisent que KTM pourrait devenir numéro 1 dans les années qui viennent s'ils continuent leur investissement tel qu'il est actuellement. Donc c'est intéressant. Merci Arnaud de ces éclaircissements éclairés. On arrive tout doucement au terme de cette émission. Vincent, des petits conseils à donner aux utilisateurs de BMW, à part venir chez toi? Bien contrôler sa moto et aller à l'entretien de temps en temps. Et, voilà. En bon père de famille, comme on dit. Voilà, exactement. Ouais. Ah oui, moi j'en rajoute une, mais ça je le dis jamais assez. Contrôler la pression de vos pneus. Ouais. Contrôler la pression de vos pneus. Calme-toi, ils vont le faire. Non, mais c'est un truc de fou. Moi, les gens ne comprennent pas. Ils disent ouais, mais cet hiver, je l'ai vérifié. Mais non, il fait 30 degrés de plus et on est 6 mois après. Les gens sont fous. Ça va aller.
Oui, sur les BM, on a les capteurs de pression de pneus, donc ça s'affiche au tableau de bord. Voilà. Ouais. Bon, allez, avant de vous quitter, je voudrais quand même vous faire profiter d'un document exceptionnel. Les week-ends du 14, 15 et 16 juillet avaient lieu les Chimay Classiques. Alors, notre cher Alex, caméraman et journaliste préféré, est allé se balader tout le week-end sur le circuit de Chimay et nous a ramené vraiment un document qui sort de l'ordinaire. Vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement ce week-end fut marqué par deux événements tragiques qui ont coûté la vie à deux pilotes, Eddy Atizi et Éric Delerey, qui malgré la sécurité renforcée du circuit de Chimay ont payé de leur vie. On présente évidemment toute l'équipe de Carter et Piston, toutes nos sincères condoléances aux amis et évidemment aux familles de ces pilotes. On est parti pour un week-end à Chimay. Attends 14 heures peut-être. Ouais. Cette année, ça fait 9 ans qu'on vient à Chimay. Et là, c'est la première année que là, on y participe. C'est mon père qui m'a donné le virus de la moto et maintenant, je fais tout pour vivre des trucs tous les deux, ensemble. Il dit qu'il est trop vieux pour faire de la moto, mais en tout cas, rien qu'en l'entendre, c'est le plus heureux. On a voulu refaire à neuf et la moderniser, la Suzuki qu'il y a derrière, la GT750. C'est la première moto de mon père à l'âge de 18 ans et il ne l'a jamais revendue. Bon, par contre, elle a plus un origine. On l'a fait, on discute avec des puristes, ils disent que c'est malheureux, mais bon, après, nous, on l'a fait à notre façon, on l'aime comme ça, on l'a modernisé. Et puis, une fois qu'on a réussi à la faire, on s'est dit, c'est le gâteau. On la livre à Chimay. I'm from London, England, and I've been coming to Chimay for nearly 20 years. I've been riding since I was 18, and I'm 73 now. Chimay to me consists of, well, it's a lovely track to ride, and the camaraderie here is brilliant. You get all the nationalities, you get Dutch, French, German, we've had a few New Zealanders, we've even had Americans before. We've had a good selection of people. I've got some good friends here who can't speak English and I can't speak French, but we've remained good friends. 5 keer geweest, denk ik? Ja, zoiets. 5 keer? Ja. Leuk evenement. Ja. Leuk om te rijden, goed. Het is altijd gezellig. Ja, het is goed georganiseerd, het is een leuke baan om te rijden. Leuk om hier te komen. Ja. I'm from Switzerland and I drive with my husband some classic cycle races since 2008. The spirit from this meeting is great and we meet some friends and meet the other cycle people and we love them. Chimay, j'ai commencé en 2014. Ah, le Chimay classique, c'est mes vacances. Au bout de 10 ans, tu connais un tas de monde
c'est magique, quoi. T'es dans un autre monde en fait pendant une semaine. Oui, le côté féminin, j'ai envie de dire oui, le fait que je sois une fille, est très bien perçu. C'est vrai qu'en classique, on est vraiment pas nombreuses. Jusqu'à présent, je crois maintenant on est 3, mais jusqu'à présent, sur 400 pilotes, on était deux solos, quoi, 2 femmes en solo, quoi. Et à faire du podium en plus. T'es une nana, quelque part, t'as pas trop droit à l'erreur. Il faut quand même rouler un peu à moto avant, tu vois, tu ne mets pas comme ça. Et les classiques, bon, en gros, on a quasiment tous l'âge de la moto, même plus, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de jeunes en classique. Je roule ici depuis 2008. Comme je dis, l'ambiance le soir, les barbecues, surtout le samedi, barbecue. Enfin, ici, c'est vraiment convivial. Et on voit, si on se met ici sur la colline, on voit toutes les fumées tout le long. Voilà, ici, j'avais juste besoin de gigleurs. Il a été trouvé un Anglais. Il me les a passés. Et dimanche soir, je lui rendre. In our cup, we help each other when someone have a problem, but not just a cup. All people in the paddock help each other, and it's a great family. We zijn een grote familie. Ja, iedereen heeft dezelfde insteek. We komen hier om een gezellig weekend te hebben en een beetje motorracen. Ja, iedereen helpt elkaar, dus dat is heel fijn. Zeggen, we hebben heel veel lopen lassen en sonderen voor iedereen. Zodat toch iedereen weer de baan op kan. Nou, dit weekend racen we met 2 Zeisman in de groep 2 en de groep 3. Waar we in de groep 2 mee rijden, die heb ik zelf gebouwd. Die doet het goed. Most of them has the sidecar on the left side, and we are wrong, we have it on the right side. So we can do the left corner faster than the right, and the others have the different. It gives some special kind of fights in the corners, especially over there by the chicane in the past. A lot of people from England have it on the left side, and people from the rest of Europe have it on the right side because from the road. And my husband have a lot of sidecars on the road, and we do a lot of traveling with them, and so he wants to have it at the same side because of in a special situation you would do like what you do on the road. So yeah, he can't change. Our CCM are 864, and a lot of the others have some BMWs with more than 1200 CCM. They are really much faster, but my husband is a big Ducati fan, so we have to drive Ducati. In the Parc Fermé, I don't know if I should cry or if I should or what I should do, but after the warm-up lap in the starting grid, it will be finished. When I see the red light, I'm focused on the circuit, what I have to do, and then it's away. Dus wanneer ik mijn pak aantrek, totdat we gaan, ben ik altijd heel misselijk. Dus ik altijd, oh, als het maar goed gaat. Nervous. Very, very nervous. And you wonder why you're doing it. You're sitting on the start line thinking, why am I here? Exactly. This is supposed to be enjoyable. But then once the flag drops,
or the lights go green, that's all forgotten, and you just race. And it's the adrenaline when you come back, the adrenaline, if you have a good ride, you're buzzing for days. Après, bon, je suis comme ça, oui, forcément, je me suis mis la pression, j'ai eu de la peur. Mais après, comme on me dit, c'est normal. Le circuit m'impressionne aussi. Quand j'étais spectateur, je m'amusais toujours à faire le tour, à me mettre toujours à des endroits où c'est impressionnant. Et après, voilà, on sait très bien qu'il y a quand même beaucoup de risques. Non, je suis fier de moi. Je suis fier de moi, je suis fier de mon père avec toute la préparation qu'il a pu faire sur la moto. Je sais qu'il est fier de moi. C'est une histoire de père et fils, quoi. Never did roads before, and we came here. My friend brought me here, and I couldn't believe the atmosphere. It's like coming back 20 years to what we're racing in England to the racing here. This is enjoyable. Too many rules in England. I used to like the old track better than this track. On the down section, and they put a chicane in there now, halfway down. When that chicane wasn't there, it was brilliant. The best story, I think it was last year when we has been on the podium. We did it before. Yeah, was a great thing. Yeah. De eerste keer? Ja, de eerste keer. Toen hadden we een crash gehad, net voor de kroeg. Toen ben ik over hem heen gereden. Ja, over me heen en we moesten naar het ziekenhuis. Het was wel een hele beleving, maar het is wel leuk, het is wel allemaal goed gekomen. Gelukkig hadden we zelf niks. Nee. We hebben een pak geleend, helm geleend en konden we weer verder met de training en de races. Het is toch een leuk, heel goed weekend geworden. Yes, I'll come back because we love it. Yeah. Bon, il ne nous reste plus qu'à vous saluer et à vous donner rendez-vous dans un mois. Et d'ici là, gaffe sur la route. L'Universel Moto, c'est aussi une grande gamme d'accessoires moto à découvrir dans nos 5 concessions à l'esprit familial et professionnel. Venez nous rendre visite à Aouan, Chennai, Herstal, Serein et Verviers. Salut, c'est Jean-Yves ici. Retrouvez-nous sur notre site monassurancemoto.be, le site spécialisé en conseils au niveau de vos assurances moto. Sur notre chaîne YouTube, plus classiquement, vous pouvez nous transmettre un message mail, comme d'habitude. Et en attendant, gaffe sur la route. « 5000 casques, 10 000 équipements, 700 machines en stock livrables immédiatement. Motokezer.com. Venez découvrir notre vaste showroom et nos nombreux véhicules de stock. Motostore, c'est une concession à l'esprit familial avec des passionnés à votre service.
Motostore, c'est votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Vespa et Benelli en province de Liège. C'est l'été, il y a encore du choix dans toutes les cylindrées. Passez nous voir.